Nous accueillons désormais M. Youssef Indy, écrivain, historien marocain. Le terrorisme, instrument du choc des civilisations au service du sionisme. Je vais vous exposer à grands traits la cohérence et l'évolution de l'application de la stratégie du choc des civilisations et de son lien direct avec le terrorisme. Un déroulé historique et synthétique qui me permettra, dans la dernière partie de mon intervention, de proposer une analyse géopolitique globale. D'aucuns connaissent au moins superficiellement, je vais dire la superficielle pseudo-théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, promue à coup de grands renforts médiatiques découpant le monde par aires civilisationnelles et religieuses. Une diversité des cultures présentée comme une source de divergence et qui constituerait le tréfonds des conflits géopolitiques, sous-tendant donc que seule une uniformisation culturelle et politique de toute l'humanité abolirait les conflits. Une vision de fin de l'histoire à la Francis Fukuyama que la réalité ne cesse de démentir. Ce que l'on sait moins, ce dont a parlé Pierre Hillard, c'est que cette dite théorie fut empruntée à celui dont Huntington fut l'assistant, Bernard Lewis, qui, en 1957, développa son concept de choc des civilisations, selon lequel le monde chrétien et musulman serait ontologiquement voué à s'affronter, et ce, jusqu'à la fin de l'histoire, entre guillemets, ou plutôt, jusqu'à ce que ces deux civilisations se détruisent mutuellement dans une guerre eschatologique au profit d'un tiers. Sans entrer ici dans le détail, mes recherches historiques remontent la généalogie du sionisme et de cette stratégie du choc. Sans entrer ici dans le détail, mes recherches historiques remontant la généalogie du sionisme et de cette stratégie du choc mettent en évidence que ce que Lewis a érigé en théorie de l'affrontement des deux plus importantes religions de l'humanité est en réalité une stratégie messianique élaborée au Moyen-Âge, dans le cadre du projet de rétablissement du royaume d'Israël, projet qui donnera naissance au sionisme politique sous une forme athéiste à la fin du XIXe siècle. Bernard Lewis, qui est, il faut le rappeler, non pas un simple historien, mais un stratège ayant œuvré au cœur de l'appareil d'État britannique, puis états-unien, pour, in fine, les intérêts d'Israël. Il est d'ailleurs un des apatrides influents, membres et ou alliés du puissant lobby pro-israélien aux États-Unis qui ont poussé l'administration Bush à détruire l'Irak au profit de l'expansionnisme de l'État hébreu. Le rôle historique de Lewis aura été de donner un habillage scientifique, un déguisement théorique à cette stratégie messianique. Celui d'Huntington de la vulgariser pour les masses, pour les goïms, afin d'apporter une justification à ce chaos mondial qui ne va pas de soi, mais qui est poussé par de puissantes forces motrices. Maintenant, les terrorismes. Le terrorisme n'a pas toujours eu ce caractère international, ni cette teinte que certains idéologues proches des milieux sionistes et néoconservateurs qualifient de fascisme vert, ou encore le néologisme de Bernard-Henri Lévy, nazi-islamisme. Le terrorisme n'a pas non plus toujours bénéficié d'une promotion médiatique hollywoodienne à l'échelle internationale. Ce que l'on nomme parfois abusivement terrorisme peut recouvrir un grand nombre de définitions et de manifestations. Je fais personnellement le parallèle, vous verrez la différence avec le parallèle que fait Jean-Michel Vernochet, parce que Jean-Michel Vernochet fait le parallèle sur le plan idéologique dans le fond, alors que moi je fais un parallèle sur l'utilisation du terrorisme en tant qu'outil de domination idéologique. Je fais personnellement le parallèle entre les méthodes de terreur politique dont le modèle originel est le livre de Josué, de l'expansion cromwellienne du XVIIe siècle, de celle du wahhabisme dans la péninsule arabique par l'épée de la tribu des Saouds au XVIIIe, ainsi que de la révolution de 1789 ayant précédé les révolutions socialo-anarchiques des XIXe et XXe siècles. Ces révolutions accompagnées de conquêtes territoriales ont toutes comme point commun l'extermination systématique des masses comme moyen de domination idéologique sur les ruines des structures traditionnelles.
L'idéologie socialiste de ces catastrophes historiques a aussi donné naissance à la Haganah, créée dès le début des années 1920, et de l'Irgun qui en est issue, organisation terroriste du foyer national juif, le Yishuv, qui ont généré Tsahal et qui avaient pour rôle de soutenir et d'étendre les colonies en Palestine. Je m'arrête ici pour distinguer, avant de poursuivre, deux types de terrorisme dont l'analyse vous permettra de voir sous un autre angle la géopolitique mondiale. Le terrorisme wahhabite sous pilotage américain, de corrosion, de fragmentation des nations et de conquête territoriale, et le terrorisme sioniste, par lequel je vais commencer, qui est un terrorisme de division et de provocation dont je retracerai brièvement l'histoire en la ponctuant par quelques événements clés. Alors que les Anglais avaient, à l'issue de la Première Guerre mondiale, créé le foyer national juif au profit des sionistes, l'Irgun mena dans les années 1940 des actions violentes contre l'Empire britannique finissant pour le chasser de Palestine, notamment avec l'attentat à la bombe ayant frappé les bureaux du mandataire britannique dans l'hôtel King David le 22 juillet 1946. Détail qui a son importance, les terroristes de l'Irgun s'étaient habillés pour l'occasion en arabe pour faire porter le chapeau palestinien. Nous avons là un bel exemple d'attaque sous faux drapeau. Action déguisée que les Israéliens mèneront à plusieurs reprises contre leurs alliés pour les entraîner dans des conflits armés. Par exemple, en 1954, des agents israéliens tentaient de faire sauter plusieurs cibles de leur allié américain en Égypte dans le but de pousser ce dernier contre les Égyptiens. En 1967, les Américains ont évité de se mêler de la guerre de 6 jours du fait de la menace de l'Union soviétique, alliée de la Syrie et de l'Égypte. Les Israéliens tentèrent d'attirer les États-Unis dans la guerre en frappant leur navire de reconnaissance USS Liberty. Attaque que les Israéliens voulurent faire passer pour une agression égyptienne, comme en 1954. L'on retrouve le même schéma lors des attentats du 11 septembre 2001, qui entraînèrent définitivement les États-Unis dans une guerre contre une partie du monde musulman, conformément à la stratégie du choc des civilisations au service du projet israélien de redécoupage du monde musulman. Ces attentats attirèrent les regards suspicieux d'un certain nombre d'analystes, de scientifiques et d'hommes politiques. En effet, certains éléments me poussent à penser que nous avons affaire à la même méthode stratégique que celle employée en 1946, en 1954 et en 1967. Parmi les nombreux faisceaux de preuves mettant en évidence l'implication au moins directe des services secrets israéliens dans ces attentats spectaculaires, il y a les cinq individus en liesse se prenant en photo devant les tours en flammes et qui furent arrêtés par la police new-yorkaise avec des documents en leur possession prouvant qu'ils connaissaient les cibles et l'heure exacte des attentats. Il s'est avéré qu'ils étaient des agents du Mossad dénommés Sivan et Paul Kurzberg, Yaron Shmuel, Oded Elner et Omer Marmari. Une trentaine d'autres agents israéliens qui se faisaient passer pour des étudiants en art vivaient à proximité de 15 des 19 prétendus pirates de l'air. Un article du New York Times du 18 février 2009 révélait qu'Ali Al-Jarrah, cousin d'un pirate du vol UA-93 Ziad Al-Jarrah, avait été pendant 25 ans un espion pour le Mossad, infiltré dans la résistance palestinienne et dans le Hezbollah depuis 1983. Par ailleurs, l'institution qui forme les militaires américains, la US Army School for Advanced Military Studies, a rendu un rapport cité par le Washington Times la veille des attentats du 11 septembre, dans lequel il décrit le Mossad comme étant capable de commettre une attaque sur les forces américaines et de les déguiser en actes commis par les Palestiniens et les Arabes. Du déjà vu. Par ailleurs, des journalistes du journal Le Monde ont révélé en février 2015 qu'un agent du Mossad résidant au Panama, Shimon Yalin Yelinik, a avoué avoir aidé financièrement les terroristes du 11 septembre. L'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a admis en se réjouissant que c'est à Israël que profite le crime. Le journal israélien Ma'ariv a rapporté le 17 avril 2008 les propos de Netanyahou qui a déclaré que les attentats du 11 septembre avaient été bénéfiques à Israël. Ce à quoi il a ajouté « Nous profitons d'une chose, ce sont les attentats contre les tours jumelles et le Pentagone et l'attaque américaine contre l'Irak. Ces événements ont fait basculer l'opinion publique américaine en notre faveur. » C'est très important, le basculement de l'opinion publique. On a vu ça en France.
Le même Netanyahou, interviewé par une journaliste française d'ITélé le 7 août 2014, annonçait sous forme de menace à peine voilée: si vous, la France, n'êtes pas solidaire d'Israël, vous serez frappé par le terrorisme. C'est de la voyance. Nous n'avons pas en main les preuves tangibles de l'implication des services israéliens dans les attentats ayant frappé la France en 2012 et en 2015. Néanmoins, le journaliste du Figaro, Georges Malbruno, assez proche des services de renseignement, déclarait 17 jours après les attentats du 13 novembre 2015 : la DGSI s'est opposée à l'aide proposée par Israël au lendemain des attentats à Paris, confie un militaire. Et il ajoute: le Mossad a bénéficié de la lune de miel entre Nicolas Sarkozy et Israël à partir de 2007 pour renforcer son implantation en France. Et il termine en rapportant les dires de la DGSI elle-même, qui semble agacée, qui révèle en ces termes: le Mossad a déjà une activité importante sur le sol français et il ne faut pas la renforcer. Ceci confirme le témoignage de l'ancien ministre des Affaires français Roland Dumas, qui écrit en 2011 dans son livre Coups et blessures, je cite: les Israéliens en font à leur guise en France et manipulent les services de renseignement français, la DST, comme bon leur semble. Le lobby juif, comme l'appelait Mitterrand, œuvrait ardemment. Fin de citation. Non, c'est plus Roland Dumas. Ce terrorisme de type sioniste se conjugue parfaitement avec le terrorisme nihiliste wahhabite. Mes travaux m'ont mené à saisir la combinaison sur les plans historiques et géopolitiques dans le cadre de la stratégie du choc des civilisations, du terrorisme sioniste et du terrorisme wahhabite, émanation de deux idéologies apparemment étrangères l'une de l'autre. Sans remonter ici trop en amont, remarquons que le wahhabisme et le sionisme, sous leur forme étatisée, émergent dans la même période et sont soutenus par la même puissance militaire, celle des Britanniques. Les Britanniques, qui ont soutenu à bout de bras la réalisation du projet sioniste au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont parallèlement appuyé les poussées expansionnistes des saoudo-wahhabites dans la péninsule arabique dans le début des années 1920. Comme pour ce qui est de l'État d'Israël, les Américains, héritiers de l'Empire britannique, prirent leur relais dans le soutien à l'Arabie saoudite dès 1945 et contribuèrent à la diffusion de la doctrine wahhabite à travers le monde, via les pétrodollars. Le terrorisme wahhabite a, dès son origine, été un outil géostratégique des Britanniques et des États-Unis contre leurs ennemis. Comme je l'ai dit plus haut, ce terrorisme est utilisé par les atlantistes comme agent de corrosion et d'éclatement des nations prises pour cible. D'ailleurs, Zbigniew Brzezinski, alors conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de Jimmy Carter, a été le maître d'œuvre d'une manœuvre de coordination de la CIA avec les services pakistanais et saoudiens dans le but de financer et d'armer les futurs terroristes, dont Ben Laden, ceci dès la fin des années 1970 afin d'attirer l'Union soviétique dans le cimetière afghan. Cette stratégie, que nous avons déjà exposée à d'autres occasions, a été employée à nouveau dans la fin des années 1990 en Tchétchénie pour faire imploser la Fédération de Russie, à partir de 2003 en Irak et depuis 2011 en Libye, en Syrie, au Yémen et demain peut-être encore en Algérie. Cette réalité, le New York Times a fini par l'admettre en titrant, le 23 janvier 2016, « Les États-Unis s'appuient solidement sur l'argent saoudien pour soutenir les rebelles syriens ». Conclusion géopolitique. Prenons maintenant un peu de hauteur géostratégique. Le principal enjeu de la géopolitique des blocs est le contrôle de l'Eurasie, dont le centre est le Proche-Orient, et plus précisément la Syrie, que je considère comme étant l'actuel pivot géostratégique mondial. Hier, c'était, selon Brzezinski, l'Ukraine. La conclusion de mon exposé va de soi. De la stabilisation et de la pérennité du Proche-Orient, du Maghreb et de l'Europe dépend l'instauration d'un axe stratégique profitable à tous, allant de Brest à Vladivostok en passant par Rabat, et ainsi matérialiser le pire cauchemar de Brzezinski, distendre les liens transatlantiques, ce qui en finira avec la primauté de l'Amérique en Eurasie.